bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. Nous allons aborder ce soir une thématique liée au développement économique et à la mobilité et au transport. Le développement du réseau du rail en Algérie connaît une véritable relance ces derniers mois avec des tronçons inaugurés à l'ouest du pays, d'autres voies en voie d'achèvement et des projets structurants sur les rails. Pour développer ce secteur stratégique pour notre économie, le président de la République a ordonné de créer une société mixte pour relancer de nouvelles lignes afin de connecter plusieurs wilayas, notamment Ghardaya, Ouergla, Tamarasset. Notre pays souhaite passer ainsi et étendre son réseau ferroviaire pour passer de 4500 km à 13 000 km. Nous verrons comment notre économie peut profiter de ce chantier titanesque pour relancer tout un pan de son économie, métallurgie, sidérurgie. Nous verrons également comment les liaisons pourront faciliter la mobilité des citoyens, comment ils pourront créer de la richesse en réduisant bien sûr les distances et en permettant à des territoires d'être plus attractif aux investisseurs algériens et étrangers. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir deux invités. Abdelrahman Benyamina, bonsoir. Vous êtes analyste en ingénierie financière et économique, mais vous avez une longue expérience dans une filiale de la SNTF, un bureau d'études en ingénierie ferroviaire. Exactement. Merci à vous aussi, à Ali Chekroun. Vous êtes ancien PDG de la Saïti. Vous êtes également ancien expert et consultant dans le domaine des infrastructures. Nous revenons avec vous sur la stratégie nationale du développement du secteur du rail. Merci à tous les deux de participer à cette émission que nous avons choisi d'intituler justement Développement du rail en Algérie, plus de mobilité pour une meilleure attractivité. Et avant de commencer ce débat, on vous invite à revenir sur cette stratégie nationale du développement du rail avec Walid Yousfi. Donner un nouvel élan à la dynamique commerciale, économique et surtout à la mobilité à l'échelle nationale, c'est l'objectif de tous ces projets de voies ferrées. Des projets destinés à relier l'Est et l'Ouest de l'Algérie sur plus de 2000 km, mais aussi le Nord et le Sud du pays sur plus de 1900 km. Grâce au programme ferroviaire national, l'Algérie ambitionne de donner à ce mode de transport une portée continentale en reliant à terme les principaux ports du pays aux wilayas du Grand Sud. Il n'y a pas un projet en dessous des 120 km pour un total de 2300 km. Le transport ferroviaire apporte beaucoup de bénéfices aux régions qu'il traverse. Autant de réalisations concrétisées sur le terrain grâce à l'expérience acquise des ingénieurs algériens. C'est dans cette usine que sont fabriqués les rails de chemin de fer destinés à la réalisation des projets en cours. Cette usine est unique en Algérie et la première au niveau continental. Là, nous sommes en train de faire le soudage de plusieurs rails de 18 mètres chacun. Tout ce travail est fait en amont pour garantir une qualité supérieure et une sécurité optimale pour les trains qui rouleront sur ces lignes modernes. Actuellement, l'Algérie dispose d'un réseau de chemins de fer long de 4200 km, un réseau qui devrait dépasser les 12 500 km à l'horizon 2030 dans le sillage de chantiers de construction de nouvelles lignes et de modernisation de lignes existantes à travers tout le territoire national. Voilà pour cette première présentation et on commence avec vous, Monsieur Ali Chekroun. On commence avec la dernière information. On passe de environ 4500 km avec une ambition de doubler et d'aller vers 13 000 km. C'est des chantiers qui sont gigantesques et vous dites qu'il faut absolument impliquer l'industrie nationale dans ce chantier. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Effectivement, donc, on a un réseau très important maintenant qui est en exploitation. On a pratiquement 4500 km qui sont en exploitation. On a des projets qui sont en cours donc, de réalisation, voire même en achèvement pratiquement durant cette année. Et on ambitionne carrément à partir vers la conquête carrément des hauts plateaux, achever vraiment la rocade des hauts plateaux, partir carrément vers des boucles carrément donc du Grand Sud algérien et investir.
Certes, l'investissement carrément par le chemin de fer carrément donc de ces espaces, qui sont des espaces très riches, avec carrément donc d'une grande potentialité, et carrément de richesses diverses, une richesse humaine, beaucoup d'universités carrément qui sont actuellement donc dans le Grand Sud. Il va falloir à ce que cette économie de transport soit accompagnée carrément de d'autres industries. Principalement l'industrie sidérurgique, l'industrie métallurgique, parce qu'on a énormément de matières qui vont servir carrément à la construction carrément de ces réseaux. Et c'est un projet très ambitieux qui est à long terme. Donc c'est générationnel. Donc pour partir carrément donc faire l'investissement du Grand Sud, ça va demander beaucoup d'études, beaucoup de réalisations, beaucoup d'industries donc à promouvoir. Et là, il va falloir que cette stratégie carrément de conquête des grands espaces, qu'elle soit une stratégie très cohérente. Ça veut dire qu'on aura l'ingénierie, donc à lui donner carrément une place centrale dans le développement de cette stratégie de la conquête des espaces. De développer carrément notre industrie du rail. Il faut qu'on arrive à avoir donc les nuances d'acier et le rail qu'il nous faut carrément donc pour ces chemins de fer. Il va falloir aussi que la métallurgie suive tout ce qui est accessoire. Il va falloir aussi que l'électrification suive. Et tout ça, c'est des grands chantiers. Il va falloir à ce que cette stratégie soit une véritable stratégie cohérente pour la conquête carrément donc terminer les hauts plateaux et faire la conquête carrément donc du Grand Sud d'Algérie. Nous allons revenir sur le Sud tout à l'heure. M. Benyamina, ce que nous dit M. Chakron, c'est que c'est tout bénef pour nous finalement, parce que nous allons connecter des territoires et nous allons créer, il faudrait aussi créer de la richesse et faire bénéficier les entreprises algériennes de cette industrie lourde. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et surtout principalement autour de ce sujet qui est vraiment fondamentalement stratégique. Moi, je dirais que c'est l'avenir grand de l'Algérie. Seulement, je présente un autre angle, si vous permettez, et je démarre du territoire. Parce qu'en fin de compte, c'est le territoire qui interpelle le transport. Et notre carte d'Algérie, notre superficie de 2 390 000 km², interpelle suite au SNAT. Je ne vais pas détailler le SNAT, mais je dirais juste une chose qui est extrêmement importante. L'objectif stratégique du SNAT, c'est une redistribution de la population. On le sait au quotidien, le TEL, les hauts plateaux, le Sud, le Petit Sud, je dirais le Sud pour le moment, et tout à l'heure je développerai peut-être un crochet par rapport au Grand Sud et Petit Sud. Donc on est sur une redistribution du plateau, du territoire, de la population. Comment le faire ? En fin de compte, choisir, supposons qu'on n'a pas choisi, supposons qu'on n'a pas choisi encore le chemin de fer. On a plusieurs manières d'assurer le transport. On a un problème, c'est une redistribution. Mais cette redistribution ne se fait pas en copiant-coller par rapport à un pays européen ou autre. L'Algérie a une double façade. A une façade mer et une façade Afrique. Façade mer, je dirais quelques pays du Maghreb, mais je dirais surtout par rapport à l'Europe et d'autres pays. Et nous avons l'Afrique. Mais ce n'est pas encore suffisant pour dire que c'est le ferroviaire. Au fin de compte, j'ai inversé. J'argumente pourquoi cette stratégie ferroviaire. Je présente les points. Et là, on saura directement qu'on ne peut pas faire autrement ou qu'on ne doit pas faire autrement, que c'est la moins mauvaise des solutions. Je dirais, c'est quoi l'Algérie ? L'Algérie, c'est un centre de gravité, de richesse qui est distribué partout. Si on quitte le TEL légèrement, on est sur les hauts plateaux, sur le sud. Si je prends juste deux pôles, tellement l'Algérie est riche, je prends Tébessa, phosphate et minerai de fer, Rarjbilat. Je prends les terres agricoles au plateau et je m'appuie un peu sur le TEL. Comment faire cette redistribution ? Est-ce que via la route, on a l'autoroute, on a des routes nationales. Mais pourquoi la voie ferrée ? Juste tout à l'heure, pour articuler avec la partie technique qui a été développée par mon ami M. Chakron, c'est que pourquoi le ferroviaire ? Tout simplement, on décharge la route. J'ouvre une parenthèse qui est vraiment secondaire, mais elle est principale. On diminue les accidents. On diminue la maintenance de la route, mais surtout, l'Algérie a une expertise
une expertise dans le ferroviaire, une partie héritée avant 62, mais voie étroite, donc tonnage réduit, vitesse réduite. Mais l'Algérie a arrêté une stratégie à développer. Si on commence juste par le transport est-ouest, il y a un lien. Nous avons des ports et nous avons des routes. Donc, en fin de compte, cette voie ferrée, elle doit occuper comme l'araignée tout le territoire algérien. On va vers les hauts plateaux, lier, aller jusqu'à Tamanrasset, aller jusqu'à Bourj Badji Mokhtar et aller sur toutes toutes les villes de l'intérieur, mais surtout aller vers la deuxième façade pour un début qui est l'Afrique, le Mali, et ne pas oublier la mer, et là, c'est les ports. Et les ports. Et les ports. Juste un dernier point, si vous permettez. L'Algérie a des zones industrielles qui ont des voies ferrées à l'intérieur. Ouais. Juste une réhabilitation. Donc, en fin de compte, l'axe stratégique repose sur deux aspects. L'aspect réhabilitation et l'aspect développement de nouvelles lignes, et d'où vient ce passage du simple au double. Et on peut faire encore mieux, moi je dirais, du simple au triple. Alors, vous avez évoqué des points qui sont importants, M. Chekroun. Alors, avant de parler aussi d'entretien, parce qu'on parle des 4200, 4500 kilomètres qui sont aujourd'hui en service, nous allons évoquer aussi l'entretien, parce que c'est un point très important. Mais dites-nous pourquoi le choix du rail est important pour un pays grand comme l'Algérie. Très bien. Pourquoi c'est un choix stratégique? C'est un choix stratégique parce que, donc, le rail, il occupe moins d'espace que la route. Ouais. Il est moins important. Donc, dans le tracé carrément technique, c'est un tracé qui occupe moins que l'autoroute. Deux, c'est un réseau qui n'est pas du tout encombrant. Et trois, il est économique. Alors, regardez si on va partir vers la conquête carrément du Grand Sud algérien. On a un territoire qui est vaste. Un territoire qui est vaste. Donc, pour la conquête carrément au plan géographique, ça ne va pas vraiment prêter ni des contraintes, ni des entraves. On a déjà des villes qui sont là. On va essayer surtout d'interconnecter les systèmes de transport existants avec le nouveau système de transport qui est le ferroviaire. Pour que vraiment, cette interopérabilité, elle sera du réel sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, partir vers la conquête du Grand Sud, il va falloir que ces territoires se prennent en charge. Il va falloir que ces territoires s'autogèrent. Il va falloir à ce que ces territoires dégagent de la richesse. Et ça ne peut être qu'à travers, carrément, le ferroviaire. Pourquoi? Parce que le Grand Sud, interconnecté avec les hauts plateaux interconnectés avec la rocade du Nord, et la rocade du Nord, elle est interconnectée avec les ports. Moyennant, donc carrément les pénétrantes. On a des pénétrantes qui sont des pénétrantes nord, sud, est, nord, sud, ouest. Donc ce réseau maillé carrément, donc du réseau ferroviaire, va servir au développement de ces régions, dans le moyen terme bien sûr. Il va falloir vraiment donner un éveil carrément donc à ces régions pour l'exploitation et surtout pour la promotion des industries carrément qui sont, je dirais, compatibles avec ce nouveau carrément mode de système de transport. Je vais vous poser une autre question, oui. Mais je vous la pose tout de suite, comme ça vous aurez le temps pour réfléchir. Vous qui avez une grande expérience dans ce domaine, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, à bâton rompu, combien de milliers d'emplois le lancement de ce chantier pourrait créer? Mais avant cela, je voudrais faire réagir à M. Benyamin. Okay. Oui, c'est juste pour savoir pourquoi c'est moins cher. D'abord, la voie ferrée, elle est moins chère, le tracé. Et là, j'interpelle. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Vous avez interpellé en moi mes 5 ans à 6 ans passés. Je l'avais rappelé en introduction. Oui, de bureau d'études de chemin de fer. Et sincèrement, d'abord, je salue tout le monde, toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Mais ça m'a fait comprendre notre territoire, sincèrement. Et je dirais que c'est moins coûteux parce que la voie ferrée est 50 fois moins chère que l'autoroute. Deuxièmement, on a tendance à oublier ce détail.
Pardon? On a tendance à oublier ce détail parfois. On ne peut pas l'oublier, si vous permettez, M. Swig, parce qu'une économie, c'est une vision globale. Si on fait un choix stratégique, ce n'est pas pour les beaux yeux de la voie ferrée. Donc, c'est parce que tout est toute une affaire de coût. D'abord, le coût du projet en intrinsèque, mais aussi les coûts de la logistique par la suite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un lien avec les ports. On a la façade de la mer, on a l'Afrique. J'en parlerai tout à l'heure par rapport à l'export. C'est pas un jeu d'enfant, mais je dirais que c'est un train, c'est 20 camions. Un train, c'est entre 400 et 1600 voitures. Pourquoi 1600? Supposons que le véhicule est conduit par une personne. Ouais. Mais s'il y a 4 personnes, on est sur 400. Donc ça, c'est largement suffisant pour prouver que c'est économique en intrinsèque, en le projet lui-même. Maintenant, l'impact de ce projet, je vous dis, un train, c'est 20 camions. Même s'il y a le ferroutage, c'est dans le sens où on peut aller, où le camion monte sur un wagon et traverse les frontières. Là, quand on va sur la route saharienne, on va sur le Mali, sur le Niger, sur la Mauritanie, on va sur d'autres pays. Parce qu'en fin de compte, l'objectif, si on veut amortir financièrement et l'investissement ce coût, il faut aller sur les frontières. C'est vrai, il y a un point qui est très important. C'est vrai, ça va occuper le territoire. Mais attention, notre territoire n'est pas construit totalement. Le SNAT, toujours, a démarré en 2010 avec une statistique importante. Presque 67-70% de la population occupe 4%. C'est un déséquilibre par rapport à la population, par rapport à la densité et par rapport aux consommations. Et nous allons parler dans un instant de l'attractivité territoriale. Juste les entreprises, si vous permettez. Oui. C'est quoi création d'entreprises? Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. Et les entreprises que nous avons, c'est des petites entreprises qui vont se développer. Mais ça va prendre du temps. Mais ce que nous allons créer, et je le dis et je l'assume, avec cette approche ferroviaire, avec l'approche de la loi d'investissement, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer on va aller comme objectif au moins 2 millions d'entreprises. Pourquoi je parle de 2 millions? Et je peux parler jusqu'à 2 500 000. Parce que si on veut aller sur un PIB élevé, ici on veut exporter, il nous faut au moins une moyenne de 2 millions, entre 2 millions et 2 500 000 d'entreprises. Comment le ferroviaire va le créer? Peut-être je laisserai ça pour d'autres questions. Pour avec laisser la toutes parole. Les entreprises sous-traitantes qui viendraient justement boucler la boucle. Une précision. Ce n'est pas uniquement les entreprises du BTPH en sous-traitance. Non, je parle des entreprises économiques, toutes disciplines confondues. De l'économie d'agriculture, de l'économie industrielle, de l'économie, toutes les économies. Et là, on parle de l'économie foncière et l'économie immobilière. Et je vais revenir vers vous dans un instant pour nous dire comment les trains pourront justement créer cette richesse. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vais revenir sur cette question parce que, à titre de complément, ce que vient donc de dire mon ami M. Benhamina, ce que va donner carrément cette impulsion au plan de développement du rail dans les hauts plateaux et dans le Grand Sud algérien. Minimum, c'est une création de 2 millions d'entreprises. Hein. Donc, je rejoins carrément donc la vision stratégique donc qui a été donnée donc par mon ami Benhamina. Et là, je dis, regardez, on a besoin carrément d'une industrie pour le rail. On a besoin pour l'industrie tubulaire. On a besoin de l'industrie pour tout ce qui est profilé en H, en I, tout et accessoires. Là, c'est vraiment de la sidérurgie. Revenons aussi donc sur la métallurgie. Et tout ce qui est appareil de voie, tout ce qui est appareil de dilatation, tout ce qui est accessoire sur les caténaires en matière d'électrification. Tout ça, c'est des grandes entreprises. Elles vont se développer pour vraiment servir la réalisation. La réalisation, aujourd'hui, on a très peu d'entreprises. On a les filiales carrément de la SNTF et on la considère. Les filiales donc carrément de la SNTF, elles sont là pour le développement du rail. Et on a considère qu'il fait aussi donc de la réalisation.
ces entreprises-là, ce panel d'entreprises, ne pourra jamais vraiment arriver à réaliser à moyen et long terme cette ambition qui est une ambition stratégique. Donc, faire carrément cette ambition en réalité demain, donc à moyen et long terme, il va falloir qu'on développe de l'ingénierie. On n'a pas assez de bureaux d'études qui sont dans le domaine du ferroviaire. On a 2-3 bureaux d'études, 4 bureaux d'études, 5 bureaux d'études qui sont... on a les filiales carrément donc, du groupe GIK et on a les filiales carrément donc, de la SNTF et une autre filiale donc, qui est du groupe Transdev. Donc on a pratiquement une poignée de mains qui sont dans les études. Donc il va falloir qu'on développe de l'ingénierie. Hein. Développer de l'entreprise de réalisation. Développer carrément l'industrie. Développer de la métallurgie et développer carrément la maintenabilité par la création d'entreprises qui sont dans la maintenance carrément du rail, la maintenance carrément de tout ce qui est machine et la maintenance aussi électrique. Donc regardez, c'est carrément une promotion des régions dans le cadre carrément donc, de l'équilibre. Combien de postes d'emploi directs ou indirects créés à votre avis? C'est des milliers. C'est des milliers, c'est des milliers d'entreprises, c'est des milliers d'entreprises, c'est des millions d'emplois carrément donc à créer. Regardez, parce que il faut pas penser uniquement aux régions, il faut penser aussi donc à la mobilité pendulaire. Ouais. Il faut, ou bien même, il faut penser ce qu'on appelle donc la migration pendulaire, où les gens auront à travailler de la résidence vers carrément donc ces régions-là. Et là, le moyen de transport donc le plus rentable, c'est le rail. Et justement, monsieur, nous allons voir justement comment la création, ou l'ouverture plutôt de ces lignes ferroviaires change le quotidien des habitants. Nous allons partir à l'ouest du pays, voir comment une ligne ferroviaire a amélioré le quotidien des habitants. Commentaire signé Yasmine Messaouti. D'une longueur de 120 km, la nouvelle ligne Franda Saïda fait partie des grandes lignes des hauts plateaux qui relient l'est et l'ouest du pays sur une distance totale de 1160 km. Mise en service il y a quelques jours, ce tronçon représente un acquis qui promet d'insuffler une nouvelle dynamique à la région, une initiative largement saluée par la population. Cette ligne contribue grandement au désenclavement de ces régions du pays. Cette ligne ferroviaire nous permettra de rejoindre les wilayas d'Oran, Blabès ou encore Saïda. C'est un acquis très important. Un projet ambitieux qui vise à désenclaver ces régions du pays, à l'image de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Bouguezoul qui s'étend sur une distance de 290 km. Un tronçon qui a pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur ferroviaire, avec une promesse d'un développement économique à la hauteur des potentialités de la région et des attentes des citoyens. Ces projets de lignes ferroviaires traduisent par leur dimension stratégique la forte volonté de l'État de renforcer le maillage du réseau ferroviaire national dans une démarche de développement économique de toutes les régions du pays. L'Algérie prévoit de tripler son réseau de chemins de fer d'ici 2030. Voilà, Monsieur Benyamina, on était en pleine discussion justement et on vous repose cette question. On a vu comment les habitants sont tout enthousiastes justement et vous nous avez dit que ça crée des entreprises, ça permet une attractivité territoriale et ça permet aussi une mobilité pour trouver des opportunités d'emploi. Il faut savoir, effectivement, si je parle de 2 millions d'entreprises, je fais un chiffre mathématique très simple. Si chaque entreprise, on aura plus que ça, si chaque entreprise va employer 5 personnes, vous faites le calcul. Donc je suis sur 10 millions. Mais attention, nous avons une moyenne, peut-être 1 500 000 chômeurs. Je dis ça comme ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais attention, les 10 millions, ce n'est pas en une année. Ce n'est pas 2 ans. Ouais. Si je comptabilise, étalé juste sur le planning de la loi d'investissement. La loi d'investissement a un planning de 10 ans. 5 ans sur les projets prioritaires et 10 ans sur les projets structurants. On est en train de parler des projets structurants. Donc, à 10 millions étalés, mais n'oublions pas une chose, que nous avons une évolution démographique. Nous avons 4
400 couples mariés, 450 chaque année. Donc vous avez une courbe démographique. Donc on tombe sur une absorption de chômage qui est assez élevée, à condition de créer des entreprises. Quelle est la facilitation? Pourquoi il y a une facilitation de créer les entreprises? D'abord, il y a une chose qui est très importante. Vous avez présenté le transport, et peut-être le transport des voyageurs. Mais imaginez le transport des produits, le transport de la matière première, le transport... attention, le schéma de la voie ferrée doit être plaqué sur les schémas directeurs énergétiques, industriels, agricole. C'est pour ça que nous parlons de vision stratégique depuis le début de cette émission. Parce qu'en fait, imaginez tout ça. Sincèrement, je suis vraiment... j'ai minimisé en parlant de 2 millions, parce qu'on parle d'un territoire de 2 390 000, je le répète encore une fois, c'est important. Mais... j'ai perdu le fil. Toujours est-il. Donc nous avons tout ce nombre d'entreprises. Tout ce nombre d'entreprises est facilité par quoi? Très important, la localisation d'entreprises, la relocalisation, la délocalisation. Tout ça est très important. Donc ça donne une souplesse. Par exemple, vous demandez à une entreprise avant cette stratégie de créer son site, de s'installer. Elle va réfléchir 2 fois parce qu'elle doit cadrer tout ce qui est transport, mais surtout, on parle d'un transport, pas uniquement des personnes, un transport qui est le cœur battant de la logistique. Donc une entreprise... Une industrie, les zones industrielles, c'est quoi? Si les zones industrielles sont branchées avec toutes les voies ferrées, là, on est sur une simplicité et une vitesse exponentielle de création d'entreprises, pas parce que la facilitation du registre du commerce, j'en remercie le ministre, mais surtout la facilitation de réaliser l'idée et de créer cette entreprise là où je veux sur le territoire. Monsieur Schra, vous voulez enchaîner carrément, donc, ce qui a été dit par mon ami M. Benyamina sur la question du transport. Donc le rail n'est pas uniquement pour le transport des voyageurs. Une question de rentabilité, c'est le transport carrément de marchandises. Toute marchandise. Nous allons revenir sur la question de la rentabilité parce qu'elle est primordiale. Donc aujourd'hui, je vous donne un chiffre. Vous savez que cette année-ci, 2022, on n'a pas excédé au-delà de 4 millions de tonnes transportées par le rail. Or, on a les zones industrielles, qui sont certaines, les anciennes, qui ont été créées en 74-78, c'est des zones industrielles qui sont dotées de faisceaux. On a les ports, on a les 11 ports. Majoritairement, pratiquement tous les ports sont dotés de faisceaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment le rail, il est en train de desservir les ports pour vraiment, je dirais, transporter tout ce qui est bien importé ou bien tout ce qui est bien exporté vers les zones industrielles ou des zones industrielles et vers carrément donc les usines de production. La question elle reste posée aujourd'hui. C'est que le train aujourd'hui, il est beaucoup plus orienté vers le transport des voyageurs que vers le transport carrément des marchandises. Un élément technique très important. On a tout ce qui est réseau aujourd'hui dans le transport des marchandises. On a un réseau qui n'excède pas les 1500 tonnes. Donc, on a, parce que la trame actuellement, carrément, du chemin de fer algérien, ne peut supporter au-delà de 1500 à 1800 tonnes, carrément, par train. Donc, ça n'excède pas les 800 mètres par train. Lorsqu'on regarde, par exemple, certains pays qui ont développé le rail mixte, ou bien carrément exclusivement pour carrément l'exploitation minière, vous trouvez 15 000 tonnes. 12 000 tonnes, 10 000 tonnes, on est très loin. Donc, vous êtes en train de nous dire que cette stratégie, cette vision stratégique justement, implique un certain nombre de travaux structurels sur les 4200, 4500 kilomètres que nous avons et d'aller aussi vers d'autres voies avec une vision aussi pragmatique. C'est intersectoriel aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que cette stratégie elle doit être cohérente. Parce qu'il n'y a pas uniquement la stratégie de conquête de l'espace, suivant donc ce qui a été dans le plan quinquennat, par exemple, 14-19, par exemple. Aujourd'hui, on continuerait justement à le réaliser. Ou bien carrément donc rester dans le SNAT, carrément donc dans le schéma national de la maison de territoire. Parce qu'aujourd'hui, on a une révision carrément du SNAT. On a une autre vision carrément pour les hauts plateaux. On a une autre vision carrément aujourd'hui donc pour les grands suds. Donc, l'intersectorialité s'impose aujourd'hui. Si on veut faire carrément du rail, donc du transport, voyageurs, c'est normal pour la conquête des espaces, pour donner carrément de la mobilité, carrément une mobilité pendulaire, parce qu'on a la mobilité piétonne,
peut-être que c'est pour tout ce qui est système de transport urbain, mais pour la mobilité carrément pendulaire, ou bien ce qu'on appelle la migration carrément pendulaire, on en a besoin de ces systèmes de transport et qui soient aussi interopérables avec les autres réseaux. Aujourd'hui, on a des systèmes qui travaillent d'une manière singulière. Elles ne sont pas interopérables. Donc l'interopérabilité aujourd'hui s'impose dans les systèmes de transport. Et je vous relance par rapport à cette question parce qu'il faut qu'on avance un peu et aller vers le sud du pays. Le président de la République avait insisté aussi sur la nécessité de connecter les grandes villes du sud, Ghardaya, Ouargla, Tamanrasset, et vous avez parlé tout à l'heure à juste titre, et M. Chakran vient de rappeler de l'interopérabilité aussi. Nous avons la transsaharienne et nous pouvons aller désormais prendre le train et aller vers Lagos, aller vers d'autres destinations. D'abord ça, mais j'ajouterais à ce qui a été dit par mon ami un élément aussi stratégique. Effectivement, on est en train aujourd'hui de développer, de parler de la stratégie ferroviaire. Mais en fin de compte, elle n'est pas seule sur le territoire. Exact. Nous avons des routes. Donc, on va parler du multimodal. Parce qu'en fin de compte, c'est une vision globale du multimodal. Le chemin de fer tel que je le connais peut facilement se connecter avec la route. La preuve, il n'y a pas le chemin de fer jusqu'à Adrar. Il y aura le chemin de fer jusqu'à Béchar, puis Béchar, Adrar, c'est la route. Et ça fonctionne. C'est vrai, on a ajouté un coût, mais le coût essentiel a été supporté. Parce qu'en fin de compte, la vision n'est pas uniquement un tracé. C'est quel est le tracé économique. Exactement. Et ce tracé économique, que ce soit routier, ferroviaire ou portuaire, il n'est arrêté que suivant. Et là, je vais interpeller cette révision du SNAT. Donc, il va être fait en fonction d'un modèle économique qui a été arrêté. Parce que la loi d'investissement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de placer les pivots sur 5 ans et 10 ans, je dirais. Parlons sur 10 ans, même si le SNAT, il lui reste 8 ans. Je ferai une petite remarque sur les 2 ans. Donc, on est en train on a arrêté un modèle économique. Si on change de modèle, on change de stratégie. Juste pour l'histoire. Au temps de la France a fait des voies ferrées, mais quel était l'objectif? Coloniser et exporter. Exact. Est-ce que c'est la même stratégie? Non, pas du tout. On ne colonise pas notre territoire, mais exporter, c'est la même chose. Donc, mais exporter vers l'Europe, c'est vrai, on a des voies étroites, et c'est pour ça que la stratégie du chemin de fer, telle que je l'ai connue quand j'étais au chemin de fer, et si j'ai bonne mémoire, c'était en 88-89, là où j'ai débuté. Donc, c'est carrément aller vers ce développement. Parce que le territoire, on l'occupe. L'Algérie ne peut pas vivre seule. Elle importe et elle exporte. Qu'est-ce qu'on recherche? Ce n'est pas ne pas importer. C'est aller exporter pour créer une balance équilibrée et aller vers la profondeur de l'équilibre budgétaire si on veut parler d'économie profonde. Et notamment vers les autres pays J'arrive justement, j'arrive. C'est pour ça que je parle du multimodal. La route transsaharienne, elle est pratiquement à la charge de l'Algérie, jusqu'à la limite. Ouais. Et c'est une route qui doit être rentabilisée. L'autoroute doit être rentabilisée. Moi, je dirais que l'autoroute Est-Ouest, le ferroviaire Est-Ouest, la route transsaharienne, les routes nationales, les routes secondaires. Et c'est pour ça que le cœur battant de ce sujet, c'est le ministère du Transport. Mais est-ce que seul le ministère du Transport? Je dirais non. Parce que le territoire, le SNAT, le schéma national a démarré en 2010 pour 20 ans. Justement, je me pose la question et j'interpelle les responsables et les pouvoirs publics. Il nous reste 8 ans. Il est révisable sur 5 ans. Moi, ce que je comprends, ce qui a été lancé par le Premier ministre lorsqu'il a présenté son programme au niveau du Parlement, il a parlé de la révision du SNAT. Moi, en tant qu'expert, je comprends la révision de 5 ans parce qu'on reste jusqu'à 2030. Et on est en 2023, en début de 2023, donc il nous reste 8 ans. Et la loi d'investissement parle de 10 ans. Mais à la fin, si je veux conclure cette idée que je veux transmettre, c'est une approche multimodale en fonction d'une économie exportatrice. Vous savez pourquoi économie exportatrice? L'Algérie, je le dis,
même si les gens qui m'écoutent disent que c'est du rêve, ce n'est pas du rêve. Peut tout exporter. Tout exporter. Nous avons la mer, et nous avons le Mali, le Niger, la Mauritanie, et nous avons aussi l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, et on peut tout faire. Nous avons le transport à l'intérieur, plutôt les tracés, je dirais pas le transport, parce qu'il y a le tracé et il y a le transport. Et le transport. Rentabilité et électrification aussi. Oui, peut-être que je rappelle un peu le schéma national, comment il est. Donc vous avez carrément la rocade du Nord. Vous avez la rocade des hauts plateaux. Vous avez les pénétrantes. Vous avez la pénétrante centre. Vous avez la pénétrante sud-ouest, nord, sud-ouest. Vous avez jusqu'à Béchar, qui va jusqu'à Adrar. Et vous avez la pénétrante carrément nord, sud-est. Et vous avez aussi dans la liminaire. Donc ça c'est un schéma. C'est le schéma global carrément aujourd'hui des réseaux ferroviaires. Je pense qu'aujourd'hui, partir carrément vers une conquête d'espace pareil, donc on a un pays continent, et on a énormément de richesses. La richesse humaine, elle est centrale. On a une richesse humaine aujourd'hui qui est pratiquement une richesse jeune qui n'est pas égalée ailleurs, en toute sincérité. On a une jeunesse qui est formée. Et on a toute l'ambition carrément pour créer de l'entreprise, pour créer carrément de la richesse. Je pense qu'aujourd'hui, avec un minimum d'accompagnement, le défi des Algériens, il sera là. J'adhère entièrement que la société algérienne, que notre pays pourra, dans le moyen terme, être un pays exportateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va partir carrément vers la création carrément d'une industrie qui va s'accommoder avec ce programme. Et une métallurgie qui va être en phase avec ce programme. De l'entreprise de réalisation qui va être en phase avec ce programme. Vous allez être carrément une société beaucoup plus exploitatrice avec carrément des territoires qui sont autogérés. C'est des territoires qui créent de la richesse. Et c'est pour ça que je vous pose la question sur les coûts, justement, parce qu'on exporte déjà un certain nombre de produits vers notamment les pays africains. Dites-nous, en matière de coûts, c'est avantageux à quel point pour une société qui veut exporter via le rail et non pas envoyer des camions de l'autre bout de l'Afrique? Oui, regardez lorsque vraiment ce rêve se réalise, donc maintenant il est en gestation d'études aujourd'hui. Donc la maturation des études, elle est là, elle est en cours. Donc on a une agence qui est spécialisée carrément dans la promotion et la réalisation carrément donc du rail. Donc les études sont lancées. Regardez, et l'interopérabilité, elle est là. Ça veut dire avec la transsaharienne et les trois branches qui sont là. Vous avez la branche carrément qui va du nord jusqu'à pratiquement Tizaouatine. Et vous avez donc carrément du nord jusqu'à pratiquement donc Borj-Baji Mortal Timiouen. Et vous avez la troisième branche qui est pratiquement donc de Tindouf vers carrément Nouakchott. Donc ce réseau routier, lorsqu'il sera interopérable avec carrément de la multimodalité, comme ça a été souligné donc par mon ami Benyamina. Donc l'interopérabilité, l'intermodalité carrément donc de ces réseaux de transport, mettre carrément donc les moyens dans la route, parce qu'aujourd'hui on a une route, il va falloir mettre carrément tout ce qui est équipement d'aisance pour que les gens transportent, empruntent la route en toute sécurité, en toute aisance. Et le train aussi demain il sera là, avec l'ensemble des stations, avec l'interopérabilité carrément donc, et les stations multimodales qui seront là, avec des aires de service, avec des motels, avec tout ce qu'on suit pour donner carrément des centres de vie tout le long carrément donc de ces réseaux qui sont des réseaux interopérables. Créer de la vie dans un tracé du rail, ça c'est un point très important. Et le rendre aussi rentable, parce que nous parlons d'économie et quand on fait des investissements, c'est vrai que c'est à long terme, mais la rentabilité, nous devons la penser dès maintenant, M. Benyamina. Alors, je partage une information, certainement, M. Chikroun est au courant. Le ministère des Finances, peut-être les gens ne le savent pas, fait toujours une étude de faisabilité. Et j'ai bien étudié de près l'étude de faisabilité de l'autoroute. Quelle autoroute? Est-Ouest? Est-Ouest, effectivement. Donc, et peut-être les gens ne le savent pas, et le fait qu'il n'y a pas de payage à ce jour, mais il y a une étude de rentabilité qui est faite. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi une rentabilité? C'est un investissement. Création d'emplois.
Absolument. Parce que là, on est en train... Parce que quand on dit rentabilité, c'est comme si on est en train de mesurer le projet en intrinsèque. Je fais une route pour mes enfants, ça m'a coûté combien? Alors les enfants, vous payez combien pour que ça? Mais non, l'effet est pluridisciplinaire. Exact. Parce qu'en fin de compte, cette route, moi je dirais une chose, comme je dis au logement. Le logement, pour moi, c'est un résultat de fait quand on considère le foncier économique. La même chose pour la voie ferrée, avec tout le respect que je dois à la SNTF, à toutes les filiales, mais encore c'est noble, dans le sens que le coût intrinsèque de la voie ferrée va être largement amorti par rapport aux effets. Quels sont les effets? J'ai parlé tout à l'heure de redistribution de la population. Attention, c'est bien de prendre le train, mais descendre dans une ville. Donc, mais comment les gens vont prendre le train? Pourquoi je prends le train sur Adrar? C'est pour visiter Adrar, pour habiter Adrar. Ce que disaient les gens de Dubaï avant. Pourquoi je vais au Sahara? Mais les gens sont au Sahara. Mais ce n'est plus le Sahara, c'est des villes. Donc pourquoi je vais sur Adrar? Parce qu'entre Adrar et Bachar, il y a une voie. À Bachar, il y aura la voie ferrée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et dans quelles conditions je vais voyager aussi? Non, il y a une chose, je vais m'installer. Mais comment je vais m'installer? Je descends à la gare et j'attends qu'on construise une ville. Tout va se lancer. Pour revenir à ce qui a été dit par M. Chkron, en fait, contre le BTPH, ce n'est pas uniquement la voie ferrée. C'est carrément construire l'immobilier dans son sens économique. J'interpelle les pouvoirs publics et parlant d'économie foncière et d'économie immobilière. Parce que dès qu'on parle de ville, le logement, c'est un résultat de fait. Mais je vais surtout vers une vision stratégique de l'industrie. Mais construire des villes, ça devient un besoin. J'ai des espaces. Donc qu'est-ce que je fais? Les gens vont venir... je parle des États-Unis. Ils ont commencé par les mines. Les gens ont ramené leur famille. C'est des couples, des enfants, une mosquée, une école. Et là, on est en train de construire... L'exemple édifiant aux États-Unis, c'est Las Vegas qui s'est construite en quelques années. Donc, regardez la rentabilité. Mais c'est quoi une économie pour un pays? C'est quoi une économie pour un pays, en fin de compte? Que les gens travaillent. Actuellement, dans la définition de l'économie, on quitte la notion PIB. Il y a une approche mathématique qui est vraiment remise en cause. Mais on parle de l'économie prospère, la prospérité. C'est quoi la prospérité? On la mesure au niveau local. Est-ce que l'individu est bien ou pas? Et le bien-être des citoyens. Absolument. Et dans leur mobilité. Au plan territorial, aujourd'hui, on parle... je vous donne la parole une dernière fois. Le débat est passionnant, mais nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Je vous donne la parole, M. Chkron, pour, entre autres, nous parler de votre actualité. J'enchaîne juste à cette question-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle carrément de l'économie locale. Je dis qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle donc la stratégie de développement des villes. Ça veut dire que c'est un développement territorial. Il faut que la ville se prenne en charge. Et il faut que la ville crée de la richesse. Il faut que la ville se développe. Il faut que la ville se développe avec une interconnexion carrément avec son environnement. La ville, elle ne peut pas être toujours une ville où elle attend carrément un budget qui arrive carrément d'en haut. C'est une ville qui dégage son budget. C'est une ville qui fraude son budget. C'est ce qu'on appelle donc les SDV, la stratégie de développement des villes. On a tout à faire carrément dans le rail. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé carrément de l'électrification. C'était un grand chantier d'électrification. Aujourd'hui, on a à peine 400 km qui est électrifié et on a carrément quelques 300 km donc de TBC à Naba qui est carrément donc une lumière. Nous n'avons pas parlé aussi de trains à grande vitesse parce que pour aller vers le sud aussi, est-ce que c'est rentable, c'est pas rentable? Est-ce qu'on doit moderniser aussi nos lignes? Mais on n'a pas, je pense, le temps pour évoquer ce... Non, la maintenabilité, elle est de mise comme aussi un élément important. On ne doit pas abandonner nos anciennes lignes. Nos anciennes lignes, même si elles sont donc carrément de voies étroites. Il faut les moderniser. C'est des lignes qui peuvent encore servir sur un segment d'activité de la région. Je peux citer la preuve, Mohamed Bachara, voie étroite. Non, je dirais aussi Blida. Je dirais aussi donc Blida Médéa. Oui. Blida Médéa. Donc c'est une ligne qui peut être, elle est encore là.
La voie, elle est encore là. Les ouvrages sont encore là. Ça peut être carrément une ligne versée dans le tourisme de la région. Exactement. Un dernier mot, Monsieur Benyamina, dernier mot, votre actualité aussi. Bon, l'actualité, l'actualité, c'est la collectivité locale, c'est le développement local. Quel est le lien? Le schéma national d'aménagement du territoire, le schéma directeur ferroviaire sur lequel a été le sujet d'aujourd'hui. Donc, à partir du SNAT, nous avons le SRAT, le schéma régional. Juste au-dessous, nous avons les plans directeurs. Juste après, on a les plans d'occupation sol. Et là, on est sur le territoire. Donc, en fin de compte, tout est lié. Si le schéma directeur ferroviaire colle bien au SNAT, révisé, pas révisé, amélioré, modifié, là, on est sur le développement local. Et c'est au niveau du développement local, il y a un indice de mesurage de l'économie, c'est l'indice de prospérité du citoyen. Du bien-être, et on a compris que vous avez rappelé à revoir le SNAT à plusieurs reprises aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à Abdelrahman Benyamina. Je rappelle que vous êtes analyste en ingénierie financière et économique. Merci à vous. Monsieur Ali Chakroun, vous êtes ancien président directeur général de la SAITI et ancien expert consultant dans le domaine des infrastructures. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'heure écho. Belle soirée.